lance le truc. J'ai commencé par dire people, c'est ambivalent déjà. Hein? Oui. Vous avez conscience? Bon. Ben, Oui. Bah oui, people, c'est la haute sphère, comme ça peut être le peuple. Ah oui. Ah oui, c'est pas. Ah, l'épistémologue n'avait pas. Je suis un apprenti. Non, mais c'est frappant que vous choisi ça quand même. People. Bon. Alors, moi je suis très critique et en un quart d'heure, je vais être caricatural. Hein, ça, c'est la faute de Philippe Trouvé, ça, c'est pas ma faute. Alors, qu'est-ce que on pourrait dire sur les entreprises libérées, le mouvement des entreprises libérées? Je dirais, en préambule peut-être, que ce qui est toujours un peu suspect, c'est à partir du moment où des responsables d'entreprise décrètent qu'ils vont libérer leur entreprise. Bon. C'est-à-dire que c'est un mouvement unilatéral qui signifie qu'il y a une identification du dirigeant à son entreprise qui met entre parenthèses tous les autres. Et au passage, je voudrais juste rappeler qu'en 1999, le CNPF, qui était le Conseil national du patronat français, est devenu le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. C'est énorme au niveau symbolique que le patronat devienne les entreprises. C'est quelque chose qui ressemble à un rapt de sens et de propriété, et c'est passé véritablement comme une lettre à la poste, et ça a semblé normal. Donc il y a une identification maintenant symbolique très très forte. Les entreprises, ce sont les directions, c'est le patronat, ce sont les dirigeants. Alors que pour moi, les entreprises, représentent des entités composites où il y a les salariés, l'encadrement, la direction, et voilà. Non. On est dans une logique qui est l'entreprise, c'est la direction, et quand on entend Gattaz, le MEDEF, on le sent bien. Les entreprises ont besoin d'eux, donc je demande que, etc. Bon. Donc la libération octroyée comme ça, par en haut, par quelqu'un qui est en responsabilité de l'entreprise et qui a l'impression de représenter l'essence même de l'entreprise, moi, ça me pose problème. Alors, deuxième point qui va être un peu plus long peut-être à expliciter, c'est que il me semble que le mouvement des entreprises libérées est un second temps, un second souffle d'une logique de modernisation des entreprises qui s'est mise en place dans les années 80 et qui n'a pas réussi, mais qui avait pour perspective une bonne partie des objectifs affichés par les tenants de l'entreprise libérée. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80, tout début 80 ? Moi, je dirais qu'en gros, c'est le début d'une mise en place d'une modernisation managériale liée à un contre-coup d'un véritable traumatisme patronal qui s'est effectué en France, notamment en 68. 68, on oublie de le dire, ça a été un traumatisme, mais un vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, ce qu'on n'avait jamais vu au XXe siècle. C'était plus long que pendant le Front populaire. Et donc, à un moment donné, les dirigeants ont eu l'impression que l'ordre social capitaliste allait être remis en cause. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, parce que le général de Gaulle a pensé que c'était la fin du régime. Quand il allait voir à Baden-Baden le général Massu, il paraît qu'à un moment donné, il a dit qu'il faudra peut-être penser à m'exfiltrer. Non, pour dire l'importance de m'exfiltrer de France, parce que, il disait, les soviets sont en train de prendre le pouvoir. Donc il y avait vraiment l'impression que le pouvoir économique et politique qui s'était implanté depuis la Deuxième Guerre mondiale était en question. Donc, à partir de là, s'est constitué un renouvellement de la pensée patronale sur la base de « on ne peut plus continuer comme ça, il faut transformer les modes de mobilisation des salariés ». Alors, au passage, les syndicats étaient aussi remis en question que les directions, puisqu'il y avait en 68 un décalage entre la base et les directions syndicales qui, elles, ne savaient mobiliser et revendiquer que sur le contrat de travail et pas sur l'organisation de travail. Et 68, c'est véritablement une remise en question de l'organisation du travail. Et il y a donc des groupes de réflexion qui se mettent en place du côté syndical, mais surtout du côté patronal, et ils vont arriver à définir une première piste de transformation managériale à la fin des années 70, deuxième partie des années 70, qui est, tu l'as évoqué Philippe, l'individualisation systématique de la gestion des salariés,
d'une manière extrêmement intelligente, parce que l'individualisation, c'est en effet une inversion du rapport de force, hein, qui s'était manifestée comme beaucoup trop défavorable du point de vue patronal, mais en même temps, comme l'avaient bien montré Capello et Boltanski, c'était un moyen de prétendre répondre aux aspirations profondes des salariés. Vous voulez plus d'autonomie, de liberté, vous voulez plus de dignité, de reconnaissance dans le travail, nous allons vous le donner. Mais ça passe évidemment par une individualisation, par une prise en compte des qualités personnelles de chacun. Et on va voir se mettre en place progressivement, je vais très vite, une individualisation qui va devenir une personnalisation de la relation de chacun à son travail, qui va devenir une psychologisation de la relation de chacun à son travail, qui va devenir une narcissisation de la relation de chacun à son travail. On voit vraiment ce phénomène s'introduire avec la mise en place d'objectifs personnalisés qu'on voit même à l'œuvre sur les chaînes de montage. Moi, j'étais dans des entreprises de biscuits où les opérateurs sur des chaînes de montage avaient des objectifs personnalisés et des évaluations, elles aussi, personnalisées. Et on arrive donc à personnaliser dans le sens où ce qu'on mesure ne va pas être simplement l'acte de travail ou la façon dont la mission a été accomplie, mais des registres de la personnalité de chacun. Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il est imaginatif? Est-ce qu'il a de la force de caractère? Est-ce qu'il sait travailler avec les collègues? Moi, j'ai entendu des managers me dire qu'ils fixaient comme objectif « étonnez-moi » ou « rendez l'impossible possible ». Vraiment, ils le disaient. Et on demandait aux gens d'être courageux. La preuve, quand on regarde certains textes dans les entreprises, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire professionnellement? Ça ne veut rien dire sortir de sa zone. Mais ça montre qu'on met en scène les vertus du salarié, son courage, sa détermination. On proposait d'ailleurs aux salariés de sauter à l'élastique à l'époque, hein, ou de courir le marathon, de sauter en parachute. Donc cette idée de vraiment personnalisation, psychologisation, narcissisme, et les chartes éthiques des années 90, il fallait être courageux, accepter de prendre des risques, se mettre en danger, ne pas être frileux sur les acquis, etc., etc. Donc ça, c'était toute une phase qui s'est mise en place, qui a rénové et qui a accompagné, évidemment, à ce moment-là, je dirais, le cœur du renouvellement de la pensée managériale, qui est comment sortir de l'application taylorienne, qui est quand même une ressource énorme pour les directions, parce que la force du taylorisme, c'est entre autres d'introduire la contrainte et le contrôle dans l'organisation même du travail, dans la définition même des tâches. Comment faire en sorte... Et puis, c'est quand même... La pensée taylorienne, si on revient dessus, en un mot, ça se résume par le savoir, c'est du pouvoir. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, ça veut dire qu'on leur laisse le pouvoir. Donc toute l'intelligence taylorienne, ça a été d'organiser un transfert de savoir et donc de pouvoir des ateliers, des ouvriers, vers l'employeur avec des ingénieurs. Donc une espèce de rapt des connaissances, de l'expérience, des métiers, pour les mettre à disposition des employeurs qui allaient, à l'aide des ingénieurs, proposer une organisation du travail basée sur l'éclatement des métiers, justement, et le fait qu'on va donner des tâches élémentaires aux ouvriers, assorties de gammes opératoires et de délais opératoires, et qui vont être dans l'impossibilité de prendre en charge l'organisation du travail, mais qui seront pris en charge par l'organisation du travail. C'est ça la grande force du taylorisme, c'est d'asseoir une emprise et un contrôle, une domination définitive sur les salariés. Donc c'est une ressource. Renoncer à l'organisation taylorienne, du point de vue managérial, du point de vue patronal, c'est se mettre en difficulté. Donc, rénovation de cette logique taylorienne, à mon avis, qui est au cœur du modèle managérial moderne qui va se mettre en place dans les années 80, c'est sous-traiter à chaque salarié, en gros, la philosophie taylorienne qui est conservée. La philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts en permanence, mais la sous-traiter à chaque salarié qui, dans le cadre de sa situation de travail, va s'appliquer à lui-même cette philosophie et veiller à faire l'usage de lui-même le plus rentable du point de vue des critères d'efficacité de sa direction. Et ça, c'est le lean management. Le lean management, c'est effectivement demander aux gens de faire plus avec moins. Donc voilà, on demande aux salariés de savoir utiliser l'autonomie, la liberté qu'on lui donne pour faire l'usage de lui-même le plus opératoire possible, mais, et c'est là que va y avoir peut-être le piège dans lequel va s'enfermer le management moderne, mais à l'aide de procédures, de protocoles, de process, de méthodologies, de bonnes pratiques mises au point non plus par les gens
les ingénieurs dans les entreprises, mais par des grands cabinets d'experts internationaux qui vont réfléchir de façon abstraite à justement la mise au point de procédures et de protocoles, comme le montre très bien Marianne Dujarrier dans Le management des incarnés. C'est vraiment, plus on est à distance, plus c'est reconnu comme valide, parce qu'il y a la dimension objective, universelle, comme Taylor à l'époque, il disait la science est objective et universelle quand il appliquait le taylorisme, et donc voilà, ça valide en soi. Alors, en gros, c'est le piège dans lequel s'est enfermé le management moderne. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois jouer sur l'autonomie des salariés pour qu'ils puissent faire l'usage d'eux-mêmes de cette façon-là, en utilisant toujours la philosophie taylorienne. Voilà, et je passe là-dessus. Troisième point fondamental du management moderne, c'est on essaye de séduire, de convaincre, etc. Je ne vais pas rappeler toute la dimension idéologique extrêmement importante dans laquelle s'est enfourné le management avec les chartes éthiques, avec d'abord la participation, ce qu'on appelait le phénomène participatif dans les années 80, puis les chartes éthiques dans les années 90, où cette idée, il faut créer du consensus, il faut pacifier les entreprises, il faut créer une communauté, il faut que chacun comprenne que c'en est fini du conflit d'intérêts, de l'opposition idéologique, etc., etc. Donc cette idée, il faut séduire, il faut convaincre, il faut faire adhérer, à accompagner tous ces mouvements-là. Mais comme le patronat français, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, a été très traumatisé, et plus que dans d'autres pays, a peur, je vais très rapidement, peur de ses salariés. Je crois que ce qui caractérise les managers français, c'est qu'ils ont beaucoup plus peur de leurs salariés que leurs homologues dans d'autres pays. Parce qu'ils ont peur pour deux raisons. Alors, très rapidement, l'héritage de la lutte des classes, qui a été beaucoup plus forte en France que dans d'autres pays, et ça hante toujours les managers. Et deuxièmement, on l'évoquait hier soir, la logique de l'honneur, qui est assez spécifique aux salariés français, que les dirigeants ont beaucoup lu Philippe Dirichbarn, et ils ont bien convaincu que les salariés ont plus tendance que dans d'autres pays à vouloir en faire à leur tête, selon leur honneur, en pensant qu'ils savent mieux. Petite anecdote de 30 secondes, j'étais invité, je sais pas, très bizarrement, je suis souvent invité par les managers, alors que je suis très critique, à un petit think tank, où ils étaient 7 ou 8 de numéro 2, 3 des grandes entreprises privées ou publiques. Et ça commence, le premier il était à la CNCF depuis pas si longtemps que ça, et il avait un micro, on lui dit allez vas-y, il fait « Ah !» Alors tout le monde dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Oh, moi, mon problème, c'est que n'importe quel cheminot, sous prétexte qu'il est dans la boîte depuis 10, 20, 30 ans, il est persuadé qu'il connaît mieux son boulot que moi. Et les autres, chez nous, c'est pareil. Voilà. Et donc, cette idée, c'est ça, la logique de l'heure. Les cheminots, ils pensent qu'ils savent faire. Voilà. Les Michelin aussi, je pense qu'ils pensent qu'ils savent faire, et mieux que leurs responsables. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Bon, bref. Mais il y a cette idée... Donc, double idée, conflictualité toujours un peu présente, idéologie de la lutte des classes plus logique de l'honneur, méfiance, quand on est patron. Comment est-ce qu'on fait pour imposer, parce que c'est ça le grand défi de tout patron, comment est-ce qu'on fait quand on est patron, qu'on est employeur, pour imposer aux salariés qui ont leur point de vue professionnel, moral, citoyen, sur la manière de travailler, comment est-ce qu'on fait pour leur imposer les méthodes qu'on considère être les plus efficaces du point de vue des intérêts de l'entreprise qu'on dirige. Voilà. Ça, c'est le cœur du dilemme managérial. Comment est-ce qu'on fait? Donc, légitimement, de leur point de vue, on recrute, on embauche, on emploie, on paye. Comment est-ce qu'on fait pour... Alors aussi, légitimement, parce qu'on est en démocratie. On ne peut pas leur taper dessus. Mais donc, il faut trouver des méthodes légitimes pour imposer son point de vue de manager, c'est-à-dire les critères d'efficacité, de rentabilité et de qualité du travail, ainsi que, alors, les méthodes pour y arriver, ça c'est la phase de modernisation, la première phase de modernisation. Alors, accompagnant tout ça, parce que comme on a cette peur toujours, c'est bien d'essayer de séduire, c'est bien d'essayer de dire aux gens, soyez autonomes. Alors, autonomes pourquoi ? Pour rendre intelligentes et opérationnelles et pertinentes des procédures, des protocoles, des bonnes pratiques qui ont été pensées de façon abstraite. Donc chacun doit trouver les moyens de donner une pertinence locale, ad hoc, à les procédures qu'on lui impose, compte tenu des contraintes de son travail
très très localement. Voilà, ça c'est on essaye de convaincre idéologiquement les gens que c'est bien, on essaye de les convaincre que narcissiquement ils vont s'y retrouver, hein. Relevez les défis qu'on vous donne et vous allez devenir grand. Ils disent, hein, sortez de votre zone de confort, nous allons vous faire grandir. Allez-y, faites ce qu'on vous demande et vous allez y trouver votre propre compte, hein. C'est cette transaction un peu narcissique, hein, qui est très très importante. Et avec ça, on vous aide parce qu'on met à votre disposition, nous, les managers, les DRH de la bienveillance et du bonheur, et notamment maintenant en plus avec les Chief Happiness Officers, hein, qui sont là pour gérer votre bonheur privé. Et donc on prend en charge tout. On vous masse si vous avez plein le dos, on vous fait méditer si vous avez un peu plein la tête, ou voire on vous donne un numéro vert de psy. Non mais c'est une réalité, hein. On crée tout périphériquement pour que vous acceptiez d'aller au charbon selon les conditions qu'on vous gère. Alors, ça, c'est le management moderne, première phase. Et là, vous arrivez, vous, les libérateurs, enfin, je dis vous, vous arrivez parce que vous voyez toutes les contradictions du modèle. Ça ne marche pas. Alors, ah oui, j'ai oublié l'élément aussi très important, excusez-moi, pour tenir encore plus les salariés, pour les tenir encore plus dans la phase 1, il faut, comme Taylor avait dit, les déposséder du savoir. Parce que s'ils ont trop de savoir, les salariés, ils vont vouloir imposer leur point de vue de professionnel. Et comment est-ce qu'on fait pour les déposséder du savoir ? Eh bien, on ne peut pas faire éclater les métiers comme l'avait fait Taylor, donc on rend obsolètes les connaissances et l'expérience des salariés par la pratique du changement permanent. Dans les grandes entreprises, c'est ce qu'on voit systématiquement. Restructuration de services, restructuration de départements, recomposition de métiers, mobilité systématique imposée, externalisation suivie de réinternalisation, modification des logiciels, déménagement géographique. Ça n'arrête pas, c'est une réalité. Dans toutes les entreprises, ça bouge et ça bouge. Avec cette idée, c'est bien que tous les repères vacillent tout le temps, parce que justement, ça crée ce que tu évoquais effectivement, ce que j'appelle la précarisation subjective. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir des gens qui sont protégés par un emploi de fonctionnaire ou par un emploi de CDI, ce qui représente 80% des actifs en France. Hein. 80% sont soit fonctionnaires, soit en CDI, donc a priori difficilement contrôlables par le biais du chantage, fais ce que je te dis ou je te mets dehors. Et donc la pratique du changement permanent, ça permet de créer cette relative insécurité qui est indispensable pour asseoir une autorité. Pourquoi relative insécurité ? Parce que les salariés n'ont plus la maîtrise cognitive et intellectuelle du contenu et de l'environnement de leur travail, puisqu'il est remis en question tous les 2-3 ans. C'est comme les travaux de Sisyphe. Il faut développer des efforts incommensurables pour comprendre où est-ce qu'on se situe dans l'organigramme, avec qui on doit travailler. Mais c'est vrai, comment fonctionne le logiciel, et puis, tout en sachant qu'une fois qu'on aura retrouvé la maîtrise de son travail, on va voir tout à nouveau chamboulé. Et c'est ça qui crée le burn-out, hein, c'est-à-dire un épuisement professionnel de toujours non seulement faire son boulot, mais tout ce qu'il y a autour pour essayer de comprendre son boulot. Et puis aussi, il y a l'effondrement personnel dans le burn-out qui est lié à la détérioration de l'image de soi, parce qu'on n'a plus confiance en soi dans ce mouvement très mouvant. On n'a plus confiance en soi parce qu'on n'est plus le bon professionnel, sûr de lui, serein dans son boulot, capable de faire du bon travail. Moi, quand je fais faire des enquêtes, souvent les gens me disent « ça passe ou ça casse ». Je ne suis pas sûre. C'est bien ou c'est pas bien ce que j'ai fait. Je rends mon dossier, j'ai fini ma maintenance, je ne sais pas si j'ai tout bien fait. Et après, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse, il y a la peur, etc. Voilà. Bon. Ça, c'est le management moderne, et avec cette idée que c'est une phase temporaire en attendant la génération Y, c'est ce qu'ils me disent tout, parce que quand je fais les critiques, ils me disent « oui, c'est vrai, ce que vous nous dites est vrai, c'est vrai, mais on attend la génération Y, Z ou Y, qui va être plus détendue, qui va moins avoir cette logique de l'honneur, moins cette conflictualité, qui va plus jouer le jeu et avec qui ça se passera mieux. » Et c'est là justement, excusez-moi, que vous arrivez avec les mêmes critiques que ceux que des gens comme moi peuvent faire sur le management moderne.
c'est pas de liberté pour les gens, c'est une bureaucratie asservissante, étouffante, des méthodologies, des procédures, des contrôles indignes. Et premier point, qui est vrai. Deuxième point, on se coupe du travail réel, des savoirs réels des individus. On n'en est qu'à la prescription, on ne peut pas mobiliser les savoirs réels puisqu'on les rend ils sont rendus obsolètes ou parce qu'on les entrave trop par les procédures, les protocoles, etc., etc. Et en gros, mais ça vous ne le dites pas, personne ne le dit, mais il y a des réserves de productivité là, en gros. Dans ce modèle qui ne marche pas, il y a des réserves de productivité qu'il faut aller rechercher parce que le système s'essouffle. On le voit avec la souffrance au travail, avec le désintérêt, le fait que beaucoup de jeunes sortent de ce modèle, vont chercher ailleurs. Les jeunes talents dont sont tellement friands les managers, ils ne sont pas enthousiasmés par ce modèle. Donc c'est cette idée, il faut trouver autre chose. Et en fait, c'est pas il faut trouver autre chose, c'est on va reprendre les prémices du modèle et on va vraiment l'appliquer. C'est-à-dire un modèle personnalisé, assez psychologisant, où on va donner à chacun assez d'autonomie pour atteindre des missions, des objectifs qui vont leur être fixés en fonction des intérêts de l'entreprise tels qu'ils sont définis par son chef. Voilà. Et à chacun reviendra d'utiliser véritablement sa part d'autonomie, ce qui était l'objectif de départ, pour y arriver. Il faut compter sur la qualité de l'engagement de chaque salarié, ce qui était dit au départ, dans les années 80. On dit, oui, les salariés sont très engagés dans leur travail, il faut reconnaître ça, etc. Mais c'est l'idée, on va miser sur la qualité de l'engagement, on va miser sur cette espèce d'émulation collective qu'on peut créer autour ce qu'on avait essayé de faire dans les années 80, autour d'un projet d'entreprise, autour des missions de l'entreprise. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, vous êtes tous un peu jeunes. Voilà, il y avait cette idée quand même. Définissons la culture, l'identité, et même Etchegoyen, qui avait écrit un bouquin à ce moment-là, disait « Les entreprises ont-elles une âme ?» Il y avait cette idée qu'on retrouve quand on lit Zobrist, quand on lit Goetz, voilà. Et donc, en gros, je pense que la démarche dans laquelle vous vous inscrivez, mais c'est assez pour ouvrir le débat, c'est justement de prendre à ses prémices le modèle managérial moderne, dire ok, on va faire ça. Donc on mise sur l'individu, sur la qualité de son engagement, sur ses savoirs, sur ses compétences, qu'on va mobiliser à notre façon quand même, puisque moi, si j'ai bien compris, il y a quand même le chef charismatique avec sa vision, qui va définir quels sont les objectifs de l'entreprise. Et Gatz dit, c'est d'être au niveau mondial, ou sortir de la crise, quoi. Ce sont en gros les deux cas de figure qui ont tendance à être à l'origine d'un mouvement de libération. Et puis il y a les followers. Les followers sont les gens qui ont bien intériorisé le projet, la vision du chef de l'entreprise, qui peut partir faire le tour du monde s'il veut, une fois que ça a bien été intériorisé. C'est le cas de... Comment je sais plus, voilà. Parce que les salariés seront eux-mêmes les relais, la sous-traitance sera effective, la sous-traitance de la philosophie qui reste taylorienne, elle reste taylorienne. La sous-traitance de la philosophie du chef d'entreprise, elle se fera réellement, et alors après on va libérer, comme je ne sais plus qui disait de deux manières, on va libérer les gens qui restent, et on va libérer les gens qui veulent partir, puisqu'ils seront libérés, comme on dit, ils seront libres de partir. Non, mais c'est ça. Et du coup, on retrouve, moi, ce que, vu de l'extérieur, mais je suis très schématique, caricatural, parce que un côté un peu, on a dû vous renvoyer, secte, vraiment secte. C'est-à-dire, où tu en es, où tu s'en vas. Où tu es convaincu que le patron, c'est le petit génie qui a tout compris et qui met en marche son entreprise, et toi, tu vas trouver les moyens intelligemment pour rendre tout ça possible en travaillant tout seul, mais avec les autres aussi, en holocratie, en horizontalité, en agilité, en machin, etc., etc. Où tu pars parce que tout le monde n'est pas apte à travailler dans ce système. Donc, je vais terminer, parce que tu t'impatientes pas, parce que tu es très poli malgré tout, Philippe, mais je vais te déborder. Non, je suis en train de vérifier. Oui. Mais je disais à Thibaut, quand on traverse et quand on est faible, il ne faut pas regarder la voiture. Quand on parle, il ne faut jamais regarder celui qui contrôle l'heure. Parce que comme ça, on prétend qu'on n'a pas vu, qu'on a dépassé. Mais je terminerai juste pour dire que si on voulait vraiment libérer, rénover l'entreprise,
on ne le décréterait pas, mais on engagerait un mouvement d'ensemble avec les autres membres de l'entreprise pour dire qu'est-ce qui pourrait améliorer, à eux de choisir, à eux de voir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions, le contenu du travail, tout en restant évidemment productif et rentable. Il ne s'agit pas de couler les entreprises, c'est l'intérêt de personne. Mais comment est-ce qu'on peut soi-même, ensemble, penser une autre manière de fonctionner? Et il me semble que ça passe par un élément décisif, c'est la suppression du lien de subordination, qui, à ma connaissance, existe toujours dans les entreprises libérées. Bon. Même, pour exonérer et pas être trop agressif, les coopératives ouvrières de production, elles aussi conservent la clause du lien de subordination. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question de façon générale, c'est ça. Est-ce qu'on peut penser une libération de l'entreprise et un processus de transformation de l'entreprise sur la base d'un lien de subordination qui unit les professionnels à leur direction? Je pense que c'est totalement archaïque, cette histoire de lien de subordination. Qu'il y ait des règles, évidemment, auxquelles doivent se conformer les uns et les autres, mais qui soient produites de façon ad hoc en fonction du type d'entreprise dans laquelle on est, et qu'ensuite il y a un mouvement. Pourquoi est-ce qu'un homme seul dans son coin aurait la capacité de penser tout seul le mieux de son entreprise? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des professionnels dans l'entreprise. Et à mon avis, la seule véritable manière, c'est une mobilisation générale qui pourrait d'ailleurs associer des consommateurs, des usagers, parce que là aussi, ça me semble être une question très très importante, comme les représentants de la société civile, pour qu'on prenne en compte évidemment les contraintes écologiques, par exemple. Mais voilà. C'est ce que je voulais dire de façon un peu provocante, mais parce que c'est très rapide, et puis de toute façon c'est mon état d'esprit. Alors quand je lis, parce que je lis beaucoup, ça me met dans un état d'énervement énorme. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a ce que j'ai décrit. Et je pense que parallèlement à ça, il y a des gens... alors oui, parce que ce que j'ai décrit, c'est une énième manière d'asseoir une emprise pour parvenir toujours à imposer son point de vue de dirigeant aux autres. Voilà. Alors que parallèlement à ça, je suis convaincue qu'il y a des gens qui veulent accompagner ce mouvement en pensant que là, il y a les germes d'une démocratisation réelle de l'entreprise. Et donc, il y a ces discours, ces gens comme Zobrist, etc., qui sont... hautement provocateur, hautement... même quand j'entends Hervé, etc., même si c'est des gens qui par ailleurs peuvent être tout à fait honorables, recommandables, etc., je trouve qu'il y a une pensée hégémoniste, totalement, une pensée totalisante, qui me gêne beaucoup. Mais par rapport à ces gens-là, il y a tout un mouvement qui dit, mais pourquoi ne pas tenter cette... voilà. Et donc ça m'énerve beaucoup, parce que c'est comme... Cette ambivalence fondamentale, c'est comme People, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est marrant que vous ayez choisi People. People, c'est l'élite, l'élite, les people, voilà, les gens importants. Et en même temps, c'est le peuple. Mais c'est un cheval de Troie, justement, le nom. C'est les deux à la cheval. Ben oui, mais moi, les chevaux de Troie, j'en ai vu beaucoup, et ça a toujours été les managers qui l'ont introduit. L'individualisation, c'était un cheval de Troie fondamental. Parce que, d'une certaine manière, effectivement, les salariés le demandaient. Une prise en compte des qualités personnelles de chacun. Mais c'est un affaiblissement dans le rapport de force. Et les syndicats qui étaient farouchement contre ne pouvaient rien faire pour s'y opposer. Parce que les gens disaient, mais attendez, laissez-nous choisir, on veut avoir des horaires variables, on veut avoir des primes individuelles. Pourtant, ça met en concurrence les salariés les uns avec les autres. On veut avoir des salaires individualisés, pourtant ça met fin à l'équation à travail égal, salaire égal. Mais voilà, c'est ça, c'était un véritable cheval de Troie. Alors, est-ce qu'effectivement ça peut être un cheval de Troie dans l'autre sens? Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Le risque est gros de se satisfaire de ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça doit toujours partir de l'initiative du manager? Ça, c'est... Voilà, j'arrête. Merci Daniel, mais tu vas avoir l'occasion de réintervenir et de répondre. Voilà.